Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que je devais faire il y a un sacré paquet de temps, mais voilà. Je la sors que maintenant et je ne sais même pas quand est-ce qu'elle sortira. Donc, on ose espérer, avec un peu de chance, peut-être au moins avant mi-avril. Vous me direz quoi? Alors, il s'agit évidemment, comme vous avez vu dans le titre, de mes meilleures lectures graphiques de 2023. J'ai conscience que la plupart d'entre vous sont pas là vraiment sur cette chaîne pour les graphiques. Néanmoins, les graphiques font partie intégrante de ma vie. Et j'adore vraiment lire, j'adore leur côté léger, mais qui peuvent vraiment... je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment me fait beaucoup de plaisir de lire des graphiques, particulièrement les mangas. Maintenant, les BD, ça me procure pas tellement le même effet, mais il y en a certaines qui valent le coup d'œil, évidemment. Alors, on y va tout de suite, c'est d'abord deux BD que je vais vous présenter. Tout d'abord, du tome 1 de Phobos de Victor Dixon, qui a été dessiné par Eduardo Francisco. Et le tome 1 s'appelle L'envol des éphémères, donc c'est aux éditions Glénat. Alors, Phobos, j'ai lu le tome 1 en roman, donc aux éditions La Collection R, et j'avais surkiffé, ça avait été un coup de cœur, j'ai pas encore lu la suite, mais je compte quand même continuer dans le roman, et j'avais envie de me remettre un peu dans le bain avec la BD, qui regroupe la moitié du tome 1, faut pas oublier. Les dessins sont somptueux, je sais pas, ça fait très science-fiction, et c'est le cas, c'est de la science-fiction, mais c'est trop bien. Et je sais pas, j'ai été happée dedans direct. Je me suis dit, ça y est, c'est un espèce de côté thriller, science-fiction. Franchement, il y a moyen que beaucoup de gens, même qui sont pas vraiment dans le genre romance, aiment tout ça. Et c'est un espèce de télé-réalité, mais vraiment qui cache beaucoup plus de choses, des complots, de l'argent évidemment, et cette histoire de colonisation de Mars. Donc j'ai beaucoup apprécié. Pour moi évidemment, du coup c'est une sorte de relecture. Léonore est incroyable avec tous ses défauts, mais je sais pas, elle dégage quelque chose, une espèce de non-naïveté, d'intelligence peut-être, de perspicacité, malgré son jeune âge, et ça reste très cohérent à mon sens. Et j'ai vraiment beaucoup aimé essayer d'y aller, franchement c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez le résumer, eh bien c'est parti. Donc 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve tourne au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment grand chose à rajouter vu que le tome 1 est somme toute à la fois introductif et en même temps on aborde vraiment tous les tenants et les aboutissants du schmilblick. Mais on n'est pas encore dans la profondeur, le personnage principal n'est pas encore au fait de tout ce qui se passe, et je pense qu'on en saura plus dans le tome 2, évidemment. Donc avec plaisir que je relirai le tome 2, vu que c'est la suite et fin du tome 1 du roman. Et ensuite, et c'est pas vraiment une BD, c'est plutôt un recueil, c'est Les Contes japonais, qui a été dessiné par Shiitake, une artiste que j'apprécie vraiment beaucoup. Et les textes sont de Vanessa Calico, donc c'est aux éditions Le Héron d'Argent. Ils font beaucoup des albums comme ça, regroupant des contes, des histoires, et c'est vraiment hyper intéressant. J'en ai déjà lu 2. Et ici, par Shiitake, je voulais vraiment le lire. Et ça n'a pas été vraiment le coup de cœur incroyable, vu que c'est plusieurs contes. Néanmoins, j'ai vraiment apprécié tous les contes japonais qui sont dedans. Et franchement, allez-y, regardez une fois. Je trouve que le texte est vraiment bien fait, méga compréhensible, parce que là, pour l'instant, je suis même dans
un peu le même style, un peu avec les fantômes du Japon de Benjamin Lacombe et la personne qui a écrit tout ça, je sais pas trop si c'est la traduction qui pêche un petit peu, mais je pense que oui, mais c'est pas très lisible et ça freine beaucoup, tandis qu'ici c'est pas du tout le cas et c'est vraiment incroyable. Allez-y, si vous aimez un peu la culture japonaise, on y retrouve vraiment du coup toute la culture dans les contes. Et si vous regardez beaucoup de films ou d'animés, eh ben, vous verrez que parfois on y fait référence. Il y a beaucoup de références très sympathiques qui sont dedans et qui nous permet de comprendre parfois un peu mieux leur culture. Bref, voilà. Passons au manga. Alors, tout d'abord, on va sur quelque chose de plus doudou, qu'il s'agit de Aria, donc les tomes 1 et tome 2 de Kozue Amano aux éditions Kion dans la collection Shonen. Les couvertures sont magnifiques. Je sais bien que ça a été réadapté, c'était déjà sorti il y a un sacré paquet de temps. Et d'ailleurs, ces 2 tomes qui sont vraiment très conséquents, parce que je crois qu'ils regroupent soit 2 ou 3 tomes, je ne sais plus tellement. Néanmoins, pour le résumé, 24e siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux, où les canaux jouent le rôle des routes et des bateliers, celui de guide incontournable pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire. Akari, terrienne d'origine, réalise un rêve d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier d'ondine qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, elle entre chez Aria, une société tenue par un chat doué d'intelligence. L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à apprendre. J'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, c'est une douceur sans nom. C'est agréable au possible, on se met dedans et on est bien. Évidemment, je pense pas que si on a vraiment envie d'action, de rebondissement, un truc de malade, il faut pas vraiment vous tourner vers Aria. Mais par contre, après peut-être une lecture difficile, quelque chose où on a vraiment besoin de légèreté et de pas de complications, allez-y, c'est vraiment doudou. Par contre, peut-être le petit bémol à cette saga, c'est qu'on parle du coup de Néo-Venise, on est au 24e siècle et il n'y a pas beaucoup plus d'amélioration, je trouve. Enfin, si, on apprend beaucoup sur Néo-Venise, sur comment Mars a été terraformé, mais je sais pas. C'est franchement beaucoup de retranscriptions de Venise, mais aussi de ses traditions. Et au final, il n'y a pas eu énormément de changements à ces traditions. Néanmoins, ça donne méga envie d'aller visiter Venise. Ça, je crois qu'on n'y coupera pas. Si vous allez dedans, franchement, c'est quasi impossible d'en ressortir en se disant pas n'empêche, un petit voyage à Venise, ça se tente, non? Donc voilà, c'était super chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins, d'ailleurs pour vous montrer un petit peu, sont incroyables. Ça respire la douceur en fait. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas. C'est pas non plus le truc le plus... Le dessin le plus travaillé. On sent qu'il est un peu vieux. Mais c'est doux. C'est doux et c'est que, en fait, c'est ça. Si vous le lisez au bon moment, ça peut être une méga bonne lecture comme ça l'a été pour moi. Ensuite, et on continue un peu comme les contes japonais avec la culture japonaise. Il s'agit du tome 1 d'Isabella Bird, femme exploratrice de Taiga Sasa aux éditions Kion dans la collection Kizuna. J'ai surkiffé ce tome 1, il était vraiment incroyable. Donc on suit... je vais faire le résumé. À la fin du 19e siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée. Mais le pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird. Malgré son jeune âge, elle est déjà connue pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins les plus faciles, et cette fois encore, elle étonne son entourage par son objectif incongru. Ezo, le territoire des Aïnous, une terre encore quasi inexplorée aux confins de l'archipel. Le voyage s'annonce long et difficile, mais rien n'arrête la pétillante jeune femme. Je vais arrêter pour le résumé, il y a encore un petit paquet, mais c'est très long. Et vous avez l'essentiel. Donc on suit Isabella Bird qui va aller à la rencontre
des Japonais, de leur culture et s'enfoncer beaucoup plus profondément dans le territoire japonais. C'était génial. Franchement, on suit Isabella qui arrive avec pas de préjugés parce que voilà, elle est très ouverte et elle a soif d'apprendre. Et en fait, grâce à elle, grâce à son intermédiaire, on a également soif d'apprendre le Japon de cette époque. Et franchement, c'est hyper chouette, hyper incroyable de voir la culture japonaise, leur ouverture. Et je sais pas comment expliquer, mais j'étais à fond dedans et j'ai envie d'avoir plus, d'aller encore plus profondément dans les terres pour voir comment ça va donner et ce que Isabella va apprendre un petit peu. Et, je sais pas, c'est cette soif d'apprendre. Et le dessin est méga travaillé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais c'est un petit peu le même style que Bright Stories. Je pense vous en avoir déjà parlé. Le dessin est vraiment très, très, très travaillé, détaillé. Et c'est ce que j'aime en fait. On en prend plein les yeux. C'est un tome qui est assez dense du coup. Là, sa lecture également. Et je pense pas qu'on peut vraiment se dire on va enchaîner les tomes. Mais c'est avec grand plaisir que je remettrai le tome 2 entre mes mains. Il n'y a plus qu'à me le procurer du coup. Ensuite, et j'avoue que je m'attendais semi à apprécier cette lecture, il s'agit de Made in Abyss, donc les 4 premiers tomes de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. Les 4 premiers tomes, non, du coup c'est le tome 2 à 5, j'avais déjà lu le tome 1 que j'avais bien aimé, même si voilà. Et j'ai continué ma lecture et j'apprécie de plus en plus, malgré que, effectivement, mon frère m'avait prévenu, on rentre de plus en plus dans le glauque. Et c'est très très bizarre parce que le dessin est très enfantin. En fait, on suit des enfants qui creusent en fait et vont encore plus dans le glauque. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais franchement, c'est vraiment le cas. Pour vous donner un peu des exemples des dessins, voilà. C'est mignon à souhait, un peu comme vraiment du jeunesse, mais ne jamais confier ça dans ce manga à des jeunes. C'est pas possible. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment choquantes. Et ça fait pas peur, mais c'est vraiment choquant. On y repense après avoir lu. Enfin, à mon sens, parce que je suis une petite fragile. Et, et voilà, mais à chaque fois, j'ai envie d'y retourner. J'en ai encore qui attendent. Mais là, j'ai besoin d'une pause parce que je les ai un peu enchaînés. Alors, pour vous faire un résumé, on suit du coup Rico qui vit au-dessus. Donc, sur une espèce, sur une terre, quoi. Seulement, c'est un peu bizarre parce qu'elle est fille d'exploratrice. Exploratrice, pas dans le sens qu'on connaît, mais exploratrice de l'espèce de l'abysse. Je ne sais plus tellement le nom que ça porte, mais on va l'appeler l'abysse. C'est un énorme trou dans la terre qui s'étend sur beaucoup de niveaux. Et plus on descend de niveau, plus on a des effets secondaires qui sont sur le corps. Et ça devient de plus en plus difficile de remonter. Et le problème, c'est que Rico, du haut de ses, je sais pas moi, 9-10 années, va avoir un petit problème. Sa mère ne va pas remonter et on va la déclarer morte. Seulement, elle va recevoir une lettre de sa mère qui lui dit de revenir, de venir la chercher tout au fond de l'abysse. Alors Rico va y aller et elle va être accompagnée d'un autre garçon qui est un peu bizarre, a des pouvoirs un peu bizarres. On ne sait pas trop s'il est humain ou non. Bref. Apparemment, il ne le serait pas, mais il a certaines caractéristiques. J'adore. Et on a de l'action, des révélations. On a un semblant d'espoir qui parfois est vite tué un peu dans l'œuf. C'est très, oui, glauque et en même temps génial. C'est vraiment, on zone un peu sur cet équilibre très précaire. Et notre cœur aussi, je dois dire. On a de l'humour. Le seul petit bémol, c'est que parfois, c'est sexualisé. Dans le sens où Rico va faire des réflexions parfois à son ami sur ses parties génitales, par exemple. Et lui va faire la rencontre avec Rico. C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est très mal placé et c'est gênant en fait. J'ai trouvé ça très gênant parce que en soi, je pense que Rico est vraiment très très jeune et oui, je pense qu'elle peut avoir des réflexions, mais je sais pas. Maintenant, j'ai pas d'enfant de cet âge-là, c'est pas comme si je connaissais vraiment
je suis trop vieille, on va dire, pour me souvenir de mes réflexions d'une jeune fille de 10 ans. Mais voilà, moi ça m'a gênée, c'est comme ça, et ça me... C'est pas comme s'il y en avait 20 000, hein, je crois qu'il y en a genre un par tome de réflexion, mais à chaque fois ça me rend perplexe en fait. Je sais pas si vous aussi, si vous avez lu ça, mais à chaque fois voilà, ça me titille au point que je vous en parle, donc c'est que je m'en souviens. Voilà. Mais bon, néanmoins, ça reste une excellente lecture, un excellent manga. Je suis contente de le lire en manga et pas de le regarder en animé, ça me choquerait encore plus, je crois. Donc voilà, ça serait bon à présenter dans un petit suite Halloween, là, d'ailleurs. Parce que, oui, pour les gens comme moi, un peu fragiles des frissons, ça pourrait être une bonne alternative. À voir. Ensuite, il s'agit d'une suite. C'est les tomes 7 et 8 de Blood Lad de Yuki Kodama aux éditions Kurokawa. Voilà, j'avance lentement mais sûrement, je crois que j'ai quasi l'entièreté, il m'en reste 1 ou 2 tomes avant d'avoir toute la saga au complet. Mais j'avance petit à petit parce que voilà, je pense que 2 tomes par 2 tomes c'est sympathique, mais j'irai pas plus vite simplement parce que j'ai peur d'être choquée. Enfin, choquée c'est pas vraiment le mot, mais d'être blasée en fait par la série parce qu'on connaît un peu tous les mangas et leurs séries longues. Ça avance, ça recule et au final parfois c'est vite embarrassant et chiant, autant le dire. Et ici j'ai pris plaisir à retrouver Stase et Fuyumi qui continuent un peu leur relation, continuent leur objectif que Fuyumi réintègre un corps en fait, vu qu'elle est transformée en fantôme et elle aurait pas dû, et le problème c'est que elle va avoir certaines conséquences gravissimes si elle ne réintègre pas son corps. Voilà, Stas va essayer de l'aider le mieux qu'il peut, mais ça va engendrer d'autres conséquences, surtout que Stas n'est pas n'importe qui. Et vous l'apprendrez si vous le lisez, parce que ça reste une histoire fort complète. Je trouve pas juste tournée sur un objectif qui part un peu dans tous les sens. Je trouve que c'est pas le cas. Je trouve qu'ici on a l'objectif de base, mais avec une multitude d'autres objectifs et de personnages qui s'entrecoupent, qui restent assez complets, mine de rien, avec sa dose d'action. Et je sais pas comment vous expliquer, mais ça me va très bien. Franchement, si je le voyais en animé, ça pourrait être sympathique, même si je crois, comme ça, qu'il y a un animé, mais qu'il n'y a qu'une saison. Enfin bref, de toute façon, si vous aimez les séries d'animés d'action, où il y a beaucoup de surnaturel dans tous les sens, allez-y, essayez. La romance n'est pas omniprésente, évidemment. Sinon, je vous l'aurais dit. Et ça ressemble pas à un manga de romance. Donc, de l'action, une petite touche de romance, des personnages hyper drôles, hyper attachants, et beaucoup de politique, mais aussi d'humour. Vraiment beaucoup d'humour. Eh ben, allez-y. Bloodlust, c'est vraiment un manga, je trouve, de qualité. Enfin, à mon sens. Et c'est avec grand plaisir que je continuerai, évidemment. Et enfin, et là je crois que ça a été un coup de cœur, et je me languis en fait de continuer, et j'essaye de me retarder parce que sinon je vais être frustrée. Il s'agit des carnets de l'apothicaire, les 2 premiers tomes de Itsuki Nanao pour le storyboard, et pour le dessin c'est Neko Kurage. Aux éditions Kion dans la collection Seinen. C'est génial. C'est les dessins que j'adore, mais ça, vous le savez, déjà rien que dans ici, forcément, les dessins qui sont un peu travaillés dans le sens détail. Et ici, on n'y est pas totalement. Et encore, hein, je trouve que, par exemple, cette madame, ses expressions sont vraiment très travaillées. Donc, on suit Mao Mao qui... Bah, je vais lire le résumé. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes des princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution.
En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. J'ai adoré. On a l'humour, même un peu noir, de Mao Mao, qui ne se laisse pas faire, mine de rien, et malgré ce que le résumé peut en dire, ça reste, somme toute, assez léger, et il y a de l'humour, de la fraternité qui peut s'en dégager. Moi, j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, il y a des complots, et on a envie, en fait, de connaître la suite. C'est vraiment un manga dans lequel on se plonge et on en ressort une fois que le manga est terminé. Évidemment, évidemment. Et s'il y a vraiment des obligations qui vous lient à la suite, évidemment qu'on va fermer le manga, mais ce sera à contre-cœur. Donc si vous aimez, je dirais, déjà les histoires japonaises avec les traditions, les complots politiques, la royauté, avec une touche de peut-être, pas de romance, je dirais, mais d'attirance, voire de jeu de romance. Vous voyez un petit peu? Eh bien, à ce moment-là, vous aimerez également. Donc ici, les 2 premiers tomes sont somme toute très introductifs, je crois. C'est une série qui mérite le coup d'œil, mais ne vous attendez pas à des complots de folie. À part peut-être le complot, justement, qui est dit dans le résumé, qui va la mettre en tant que goûteuse. Par après, on va avoir moins de complots dans ces 2 premiers tomes, mais je crois que ça va bien aller crescendo par la suite. Et donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Désolée pour la longueur, il fallait le temps que j'analyse parce que mine de rien, ça fait un bout de temps que j'ai plus fait d'update face cam, donc il fallait. Mais il fallait que cette vidéo sorte, il fallait que ces mangas aillent là où il faut que ça aille, soit chez mon mari dans sa palle, soit dans la bibliothèque. Ce sera chose faite ce soir. Si vous avez lu un de ces mangas, n'hésitez pas à me le dire, à me donner votre avis, ou alors à me dire si l'un de ces mangas vous a tenté. Sait-on jamais. Voire BD, évidemment, parce qu'il y en a eu 2. Voilà. Hein. Donc si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter ou à la partager, qui sait, et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous!